Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une vidéo pour vous expliquer c'est quoi un dyslexique. On entend pas mal de choses à leur sujet. Il y a à boire et à manger, tout n'est pas vrai, évidemment. On entend par exemple que ouais, c'est une bonne excuse parce que c'est plus facile de dire mon enfant il est dyslexique. Alors en fait, certains pensent que c'est juste une excuse par rapport à des enfants qui seraient fainéants, qui travailleraient pas assez, qui préféreraient jouer, qui sont pas motivés, etc. Donc pour ne pas dire mon enfant est un gros feignant qui ne veut rien faire, on préférerait dire mon enfant est dyslexique. Ça, c'est un premier lieu commun. Deuxième lieu commun, on entend des fois se dire oui, c'est bien, comme ça on leur met une étiquette, mais en fait, il est dyslexique. En fait, c'est un enfant qui est un peu bête, quoi, qui comprend pas très bien, qui est un peu stupide, qui est lent, qui est pas très très intelligent. Bon, c'est pas très vendeur de dire comme ça, donc on va dire il est dyslexique. Sinon, il y a encore un autre lieu commun qui est de dire, en fait, tu sais, c'est les enfants qui savent pas bien parler, là, ils parlent du botogan ou ils ont pas les mots, ils disent un mot pour un autre, etc. Alors, on verra tout à l'heure, mais la dyslexie, c'est pas en lien avec la façon dont on parle. Il y a une autre chose qu'on peut entendre aussi des fois qui est que en fait, on peut devenir dyslexique, ça s'attrape comme une mauvaise grippe et puis aussi on peut guérir de la dyslexie, c'est-à-dire qu'un jour on est dyslexique, le lendemain on ne l'est plus forcément. On verra tout ça si c'est du lard ou du cochon, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, on verra plus tard. Alors on entend aussi quelquefois que en fait, la dyslexie c'est à cause des méthodes d'enseignement parce que mon enfant quand il était en CP, sa maîtresse déjà elle n'était pas douée et puis en plus elle utilisait la fameuse méthode globale et franchement voilà, il n'a pas appris à lire et il est devenu dyslexique, quoi. Donc c'est à cause de la maîtresse. Et puis aussi certaines fois on peut entendre je confonds la gauche, la droite, je suis dyslexique. Je roule, oh mince, c'est oui, j'arrête pas de me mélanger, la gauche, la droite, je suis dyslexique, je sais pas. Voilà, donc ça c'est tout un petit amalgame de tout ce qu'on peut entendre au sujet de la dyslexie. On verra ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Alors, savez-vous quel est le point commun entre Walt Disney, Léonard de Vinci et Johnny Hallyday? Je vous laisse réfléchir. Quel est le point commun entre ces trois grands hommes? Eh bien, ils étaient tous dyslexiques. Et ouais, comme quoi c'est pas forcément les plus bêtes de la classe qui sont dyslexiques. Il y a plein d'autres personnes célèbres qui sont aussi dyslexiques. On va en voir quelques-uns. Il y a des présidents, des hommes d'État, des personnes qui nous gouvernent, qui sont dyslexiques ou qui ont été dyslexiques, certains sont déjà morts. Comme par exemple Winston Churchill, qui est connu pour pas mal d'autres choses parce qu'apparemment il avait une bonne descente au niveau de la bouteille et c'était quelqu'un qui n'était pas forcément toujours très facile à vivre. Mais c'est un homme d'État qui a quand même largement marqué l'histoire et qui était dyslexique. On a aussi JF Kennedy, président des États-Unis, George Bush, président des États-Unis aussi, le prince Charles d'Angleterre, donc, qui aussi est dyslexique. Donc c'est toutes des personnes qui ont pu témoigner de leur dyslexie, etc. Et qui, comme vous le voyez, ont pu accéder quand même à des postes à responsabilité. On a aussi, dans une autre catégorie, les auteurs, les écrivains. Alors là, c'est complètement contre nature, si on peut dire, parce que la dyslexie, ça touche la lecture. Alors on se dit comment, en étant dyslexique, on peut devenir auteur-écrivain. Eh bien, quand on veut, on peut. Alors il y a différents degrés de dyslexie, on est d'accord, tout le monde n'est pas égal. Mais, pour en citer quelques-uns, parmi les auteurs et les écrivains, on a quand même Agatha Christie, qui a écrit un peu plus qu'un livre, Jules Verne, qui avait quand même des écrits assez visionnaires et des choses qui font voyager, et Edgar Allan Poe avec ses super petites nouvelles un petit peu fantastiques. Donc voilà, on peut avoir des idées, on peut avoir une fluence dans l'expression, on peut avoir plein de choses à dire et à écrire, et on peut faire quelque chose de grand, même quand on est dyslexique. On a aussi des scientifiques, comme par exemple Einstein, excusez du peu. Alors, il a commencé à parler à l'âge de 5 ans, ce qui est quand même assez étonnant, et qui montre bien qu'il y a un distinguo entre ce qu'on peut être capable de produire à l'oral et ce qu'on peut avoir comme capacité de raisonnement. Donc, le côté on est un peu idiot quand on est dyslexique, je crois pas. Galilée,
Alors à une autre époque, donc à l'époque évidemment il n'y avait pas d'orthophoniste pour les tester ni quoi que ce soit, j'imagine que c'est à travers ces écrits et je ne sais pas exactement en réalité comment ils ont réussi à déterminer que Galilée était dyslexique, mais toujours est-il qu'apparemment c'est un nom qui revient souvent quand on parle des personnes célèbres dyslexiques. Et Louis Pasteur, donc Louis Pasteur, voilà, c'est pareil, c'est encore un grand qui a amené beaucoup de choses au niveau de l'humanité. Et puis, on a aussi toute une flopée d'artistes qui sont dyslexiques et bien souvent, les enfants et les personnes dyslexiques peuvent développer d'autres talents et notamment dans le domaine des arts, de la créativité, etc. On reverra, mais bon, voilà. Donc, pour en citer quelques-uns, on a dans le domaine du cinéma en tant qu'acteur Tom Cruise, dans le domaine du cinéma en tant que réalisateur Steven Spielberg, Jennifer Aniston, la copine de Friends, voilà, dans un registre un peu plus actuel. Et puis on a aussi des grands dans le domaine de la peinture comme Picasso ou des grands dans le domaine de la musique comme Beethoven. Voilà, donc tous ces artistes-là ont en commun qu'ils étaient dyslexiques, comme Walt Disney, Léonard de Vinci et Johnny. Voilà, donc vous voyez qu'on peut être dyslexique et être merveilleux, avoir des compétences dans des domaines très différents et faire des choses de ouf. Donc première chose, la dyslexie n'est pas une tare. Alors, on va revoir un peu qu'est-ce que c'est que la dyslexie, c'est quoi un dyslexique en vrai, en dehors des lieux communs dont on a parlé tout à l'heure. Déjà, pour commencer, la dyslexie, ce n'est pas un déficit intellectuel. C'est-à-dire que pour pouvoir poser un diagnostic de dyslexie, il faut déjà s'assurer que l'enfant, il est normalement intelligent. Ce n'est pas non plus un déficit sensoriel. Si un enfant a du mal à apprendre à lire parce qu'il est sourd ou parce qu'il a des énormes problèmes de vue, on n'est pas dyslexique dans ce cas-là. Toutefois, néanmoins, on peut avoir fromage et dessert. C'est-à-dire qu'on peut être et dyslexique et en plus avoir des difficultés visuelles ou être dyslexique et en plus avoir une surdité légère. Mais ce n'est pas parce qu'il y a la surdité ou parce qu'il y a la déficience visuelle qu'on est dyslexique. Ce n'est pas non plus une carence éducative, donc non, c'est pas où les mauvais parents, ils ne sont pas bien occupés de leur enfant, l'enfant est devenu dyslexique. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas non plus une carence pédagogique, donc la maîtresse qui a utilisé une méthode à la con en CP, on va pas lui mettre sur le dos qu'elle a rendu notre gamin dyslexique parce qu'on n'est pas du tout dans ce cadre-là. Et c'est pas non plus dire des mots de travers quand on parle, donc le botogan, les saucettes et autres, on n'est pas du tout dans le cadre de la dyslexie, c'est autre chose qui se joue. Donc ce n'est pas non plus un enfant fainéant ou un retard pour lequel il faut attendre le déclic, le super déclic, le fameux déclic. Moi, j'en peux plus de leur déclic. Le déclic, un enfant dyslexique, il n'y a pas d'histoire de déclic. C'est autre chose qui se joue, c'est pas juste j'ai pas envie, puis quand j'aurai le déclic, hop, je vais m'y mettre. C'est pas ça. Donc, qu'est-ce que c'est que la dyslexie ? La dyslexie, alors attention, je vais dire un gros mot, c'est un trouble neurodéveloppemental. Ouf, ça pique. Neurodéveloppemental, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est un trouble qui est constitutif, qui fait partie de la façon dont l'enfant est construit, dont son cerveau est construit. Et alors, pour faire une petite aparté, en fait, ils se sont rendus compte, alors il y a plusieurs étiologies, mais ils se sont rendus compte qu'au niveau de la grossesse, dans le 6e mois de grossesse, si je dis plus de bêtises, non, je crois que c'est bien avant. Je suis en train de dire une ânerie. Bref, pendant la grossesse, il y a des migrations de cellules au niveau du cerveau et il y a certaines migrations qui se font d'une manière non conventionnelle et qui forment des amas dans certaines parties du cerveau qui font que la lecture est rendue plus difficile pour ces enfants-là. Voilà. Donc c'est un trouble constitutionnel, durable, dont on ne guérit pas, c'est-à-dire qu'on a un fonctionnement différent. C'est aussi un déficit cognitif spécifique, c'est-à-dire que dans la dyslexie, ce trouble neurodéveloppemental, il peut avoir des répercussions sur la phonologie. Donc la phonologie, c'est comment on est capable d'entendre et d'analyser les sons de notre langue et de les agencer ensemble. Donc par exemple, entendre que dans bonbon, il y a b, on, par exemple. Entendre que p et b, c'est pas pareil, par exemple. Et il y a aussi un déficit cognitif au niveau du traitement visuel. Donc des fois il y a les deux, des fois il n'y en a qu'un des deux, des fois l'un, des fois l'autre. Enfin voilà, toutes les dyslexies ne sont pas les mêmes. Mais dans tous les cas, il y a quand même un déficit cognitif spécifique, donc qui touche une ou deux compétences et qui viennent foutre la merde pour l'apprentissage de la lecture.
Alors, qu'est-ce que c'est aussi? C'est un handicap invisible et ça, c'est pas cool parce qu'effectivement, enfin, c'est pas cool, oui et non. C'est-à-dire que, d'un côté, c'est bien parce que, c'est un enfant standard, un enfant normal, un enfant qui s'épanouit, qui grandit, qui a des copains, qui joue et cetera. C'est pas écrit sur son front, ça se voit pas. Après, ça reste un handicap parce que, les gamins, une fois qu'ils sont enfants, ils passent énormément de temps à l'école et on les bourre d'apprentissage. Donc c'est un handicap qui retentit sur de nombreux apprentissages dans l'enfance. Dans l'école française, on passe quand même énormément de choses par l'écrit, les leçons d'histoire, les leçons de SVT, etc., etc., etc. Et c'est un handicap invisible qui reste présent aussi à l'âge adulte. Et ouais, quand on est dyslexique un jour, dyslexique toujours. Donc à l'âge adulte, ça veut dire qu'on accédera à la lecture, mais ce ne sera pas quelque chose d'automatisé, c'est quelque chose qui va continuer à nous demander des efforts, qui va faire que quand on est fatigué, on va lire plus facilement de travers. Que quand il va falloir remplir des papiers, ces super formulaires administratifs type déclaration d'impôt ou autre, ça va juste être imbuvable et qu'on va pouvoir nécessiter un peu d'aide. Mais la dyslexie, c'est aussi une force quand on est bien accompagné. Alors pourquoi c'est une force quand on est bien accompagné? Parce que c'est des enfants qui, alors contrairement à cette étiquette-là qui m'agace, qu'on leur met sur le front comme quoi c'est des feignants, quand ils veulent ils peuvent, etc. Non, c'est des enfants qui mettent une énergie de dingue pour faire des choses que les autres font sans s'en préoccuper parce que ça se fait automatiquement. Donc c'est des gamins qui développent une persévérance, une ténacité et un courage juste incroyable. Parce que là où chez nous ça se fait sans y penser, chez eux ça demande toujours et toujours des efforts. Donc ils développent cette force-là quand ils sont bien accompagnés et qu'ils ne s'épuisent pas. Et ça, c'est un atout, mais pour toute la vie, parce qu'une fois qu'on est tenace, qu'on est courageux, qu'on est motivé, on est capable de déplacer des montagnes. Quelqu'un qui n'a jamais eu aucun effort à faire n'aura pas cette ténacité, va peut-être laisser tomber plus vite. Il développe aussi d'autres choses qui sont formidables, la créativité. Parce que quand ça ne marche pas par le même chemin que les autres, on est bien obligé de trouver d'autres solutions pour arriver au résultat. C'est-à-dire que si la route là, elle est bloquée, peut-être qu'on va prendre cette route-là, mais on y arrivera, quoi. Donc des fois, le fait d'avoir des obstacles, ça permet aussi de développer plus de ressources, plus de compétences, plus de flexibilité aussi, plus d'inventivité. Et ça, c'est pareil, c'est des super atouts pour la suite. Et puis, il développe aussi d'autres compétences pour compenser, donc d'autres façons d'arriver au même but. Donc des fois, il développe une ouïe qui va être plus fine ou un sens du détail qui va être plus fin. Il y a d'autres compétences qui vont se mettre en jeu pour réussir à arriver par un autre chemin au but qu'il cherche. Alors, au niveau des causes, d'où ça vient cette fichue dyslexie? Il y a plusieurs choses. Donc il y a des facteurs génétiques. On a plus de risques d'être dyslexique si on est issu d'une famille dyslexique. Il y a des familles dyslexiques. Et il y a aussi un facteur génétique qui peut être mis en avant parce qu'il y a 1,5 à 3 fois plus de garçons que de filles qui sont dyslexiques. Donc s'il y a un effet sexe, c'est qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de la génétique. Et puis, il y a des facteurs neurologiques. Donc effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, il y a des différences anatomiques microscopiques sur les voies visuelles et auditives au niveau du cerveau. Et puis, on se rend compte que c'est différentes zones du cerveau qui sont activées pour les tâches de lecture par rapport à un enfant normolecteur. Donc ça, ils ont pu le voir en faisant des IRM fonctionnels et en donnant des tâches de lecture aux enfants. Et ils se sont rendus compte que le cerveau de l'enfant dyslexique ne s'active pas de la même manière que le cerveau de l'enfant normolecteur. Et donc les manifestations de la dyslexie, les manifestations de la dyslexie, si on sort des lieux communs, c'est des choses qui sont quand même relativement connues. Donc les difficultés d'apprentissage de la lecture en CP. Donc c'est des gamins qui galèrent, qui passent les vacances de Noël, le bœuf à bas, ils l'ont pas forcément encore tout à fait compris. Dans les plus grandes classes, quand on avance un petit peu vers la fin de l'école primaire ou quoi, ça va être des enfants qui ont une lecture qui est lente, qui est encore un peu syllabée, ou qui est coûteuse, ou qui comporte plus d'erreurs. C'est des enfants qui fatiguent aussi rapidement, c'est-à-dire que comme ils sont toujours... Il faut s'imaginer que la lecture n'est jamais automatisée.
que c'est comme quand on apprend une nouvelle chose. Par exemple, quand on apprend à conduire, les premières leçons de conduite qu'on prend, vous voyez comme c'était galère de penser je tiens le volant, faut que je regarde dans le rétro, alors attends, mince, il y a les pédales, ah mince, il y a le rétro là aussi, oh il y en a un qui me double, mince, etc. Bon voilà, on est en surstimulation, il y a tout à gérer en même temps, et puis petit à petit cette tâche elle s'automatise, et après on conduit, on s'en rend plus compte, quoi. Voilà, ça se fait naturellement. La lecture, c'est pareil. Au début, on galère et après, on lit sans trop s'en rendre compte naturellement. Le problème des dyslexiques, c'est que eux, ils restent toujours en phase d'apprentissage, comme au début quand vous étiez dans vos leçons de conduite et que vous galériez et que ça vous puisait une énergie de ouf, quoi. Et pour lire tout et n'importe quoi, ils ont encore ce surcoût, c'est-à-dire ce besoin d'énergie, de concentration qui continue toujours de venir puiser en eux. Donc forcément, ils fatiguent plus rapidement. Ils ont besoin de lire plusieurs fois pour comprendre parce que la lecture n'est pas automatisée. Donc il y a une première phase de déchiffrage, puis une deuxième phase pour accéder au sens. Et du coup, l'orthographe est difficile à intégrer parce que c'est les deux versants d'une même médaille en fait, hein, la lecture d'un côté et l'orthographe de l'autre. Voilà, donc on a vu qu'on est quand même très loin des lieux communs. Il est feignant, il est un petit peu bête, etc. Ça n'a juste rien à voir. Alors, qu'est-ce qu'on fait si on a des doutes, par exemple sur un de nos enfants, ou même en tant qu'adulte par rapport à soi-même, quand on se dit ouais, je me plante encore souvent, il y a des trucs, l'orthographe c'est une vraie galère pour moi, etc. Première chose, on en parle à son médecin généraliste, parce que c'est le généraliste qui va faire une ordonnance, et que pour faire un bilan orthophonique, on a besoin d'une ordonnance du médecin. Ensuite, effectivement, on prend rendez-vous avec un orthophoniste ou une orthophoniste. Alors préparez-vous à attendre de nombreux mois parce que la situation en France est assez catastrophique et que, mis à part dans certaines zones, il y a de nombreux mois d'attente, pour pas dire plus. Et puis pourquoi on le fait? Alors parce que le diagnostic, ça permet déjà d'avoir une reconnaissance, c'est-à-dire que peut-être qu'on va pouvoir s'enlever du front l'étiquette feignant, ou qu'on va pouvoir s'enlever du front l'étiquette idiot, ou qu'on va pouvoir s'enlever du front toutes les étiquettes qui ont été mises à tort, et qu'on va pouvoir savoir enfin pourquoi est-ce que c'est difficile. Alors dans un sens ou dans un autre, peut-être que ce ne sera pas la dyslexie, mais que ça pourra mettre à jour d'autres choses, d'autres fonctionnements. Et puis, on en parle autour de soi aussi, parce que la première façon d'accepter les choses, c'est surtout de jamais être dans la honte ou jamais être dans le ressentiment. Enfin, voilà, de se dire ouais, j'ai vu un truc, je me demande si c'est pas ça, j'ai l'impression que ça me parle, que c'est moi, hein. Et des fois, les autres nous disent ah oui, tu sais, dans telle situation. Tu te souviens quand on était allé là, le panneau du village, tu avais lu comme tu croyais que c'était écrit, on avait bien rigolé parce que tu avais lu Fierpit au lieu de Pierrefitte, ouais, c'est rigolo, voilà. Ça permet aussi d'avoir plusieurs éléments qui s'agglutinent et qui nous permettent de remettre ensemble un petit peu toutes les pièces du puzzle pour voir si ouais, tiens, ça y ressemble vraiment ou pas finalement. Voilà. Pour finir, moi je vous propose d'aller voir un film d'animation qui est sur internet. Il y a un site internet qui s'appelle animationland.fr, donc animation au singulier animationland.fr. Et sur ce site, il y a plein de films d'animation en libre accès, dont un qui s'appelle Je suis dyslexique. C'est un film d'animation qui a été fait par un réalisateur de court-métrage qui est lui-même dyslexique et qui parle de la façon dont il a vécu les choses, dont il a ressenti les choses. C'est un film qui est vraiment bouleversant et qui montre bien à quel point non, ce ne sont pas des enfants fainéants, et à quel point leur vie d'enfant est un combat au jour le jour, parce que l'école c'est 6 heures par jour et que ça leur coûte énormément. Voilà, donc ça c'était ma première vidéo, j'espère que vous aurez apprécié, et je vous propose d'en faire d'autres pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet sur certaines problématiques, certaines remédiations, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut les aider, etc.